Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tueur en série. J'ai aujourd'hui une invitée exceptionnelle. Elle est franco-américaine, actrice, a joué dans 55 films ou séries. Elle est belle, mais pas seulement. Elle est également chroniqueur régulier à TPMP auprès de Cyril Hanouna, où elle est détestée ou adulée pour ses prises de position très tranchées, notamment sur le Covid et la politique sanitaire. Avec elle, bonjour Béatrice Rosen, d'abord, bonjour. Avec elle, nous allons parler de wokisme, de dictature, du politiquement correct, mais également de la vision américaine du monde, et puis des gens qu'elle a connus, des stars qu'elle a connus, et de sa carrière. C'est parti. Alors, en France, il y a une cathédrale du politiquement correct, c'est Wikipédia. Et Wikipédia, vous avez une fiche qui est d'ailleurs assez sympathique, je la lis. Béatrice Rosen est une actrice franco-américaine. Elle est internationalement connue pour ses rôles dans les films The Dark Knight ainsi que 2012. Elle est née à New York, d'un père américain et d'une mère française. Elle a grandi à Paris et commencé à étudier le théâtre vers l'âge de 10 ans. Elle commence sa carrière en France après avoir été sélectionnée en tant que jeune talent de l'ADEMI, je crois que c'est l'ADAMI, c'est ce qui gère, je crois, les sociétés qui gèrent les acteurs, au Festival de Cannes, etc. Il y a beaucoup d'autres choses. On fait allusion également à vos prestations auprès de Cyril Hanouna sur TPMP. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui correspond bien à la réalité? Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir ma fiche Wikipédia. D'ailleurs, je me demande qui remplit ces fiches. Pourquoi, quand, comment, qui sont les remplisseurs de Wikipédia. Vous avez un bon regard, vous savez. C'est vrai? Oui. Je ne le savais pas. Si. Et c'est vrai que parfois, sur les fiches, par exemple, j'ai un ami, récemment, je suis allée voir sa fiche et c'était très acerbe et pas forcément vrai, tout ce qui était marqué sur sa fiche. Donc voilà, c'est assez intéressant et ce serait intéressant de savoir qui est derrière, parce que souvent ce sont des comptes anonymes, j'ai l'impression. C'est ça. Et pas voilà. tout à fait anonyme, non. Ce sont des gens qui sont... C'est celui qui crée la page qui a la paternité de la page. Ensuite se crée une structure pyramidale autour de lui, mais c'est quand même le premier qui a initié la page qui en général devient un peu celui qui donne le là et le ton de la fiche Wikipédia. Mais vous avez le droit de regard. Mais c'est très intéressant en fait, et c'est vrai que c'est assez révélateur de la société actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale dans absolument tout. C'est-à-dire que même une façon de présenter les faits qui sont censés être objectifs et juste purement factuels, on sent quand même une patte éditoriale avec un parti pris et ça pose la question de l'objectivité versus la subjectivité. L'objectivité totale n'existe pas, forcément, c'est toujours des personnes qui apportent des informations, mais il faudrait qu'il y ait une certaine neutralité, en tout cas dans des sites comme cela. J'ai l'impression que sur ma fiche, c'est le cas. Il faudrait que je vérifie. Non, voilà, mais en tout cas, ça ne l'est pas de façon générale. Et c'est un petit peu regrettable, donc à améliorer peut-être. Alors, je suis très content de vous recevoir parce que vous êtes franco-américaine, donc vous avez assurément baigné dans les deux cultures. Et vous allez peut-être pouvoir m'expliquer, moi qui suis d'origine européenne, les mystères et puis les incompréhensions que j'ai du monde américain. Je commencerai par Batman et le super-héros américain. Le héros français, actuel en tout cas, dans le cinéma et les séries, c'est un héros plutôt un peu comme Tintin, un peu chétif, de quelqu'un qui, par son courage, va quand même sauver la femme battue et l'enfant battu, et par son intelligence et sa volonté va faire arrêter les malfrats. C'est quand même très loin du super-héros américain qui, lui, vole comme un aigle, qui a un bouclier qui arrête les rayons laser intercosmiques, ou qui grimpe comme une araignée, ou qui peut faire un mur de glace ou un mur de feu. Alors, on peut trouver ça ridicule, mais au fond, c'est quand même pas si éloigné que ça des demi-dieux de l'Antiquité. Vous savez qu'ils étaient moitié homme, moitié dieu, qui était donc la résultante d'un accouplement entre les deux, et qui avaient des pouvoirs surnaturels. Alors, ma question, elle est très simple. Est-ce que les Américains sont des grands enfants, ou est-ce que ce sont les Européens qui ont cessé de rêver ?
Alors, c'est une question complexe et peut-être j'y répondrai en plusieurs parties. Déjà, les mentalités sont différentes évidemment en France d'abord, et donc en Europe et aux États-Unis. C'est vrai que les Français ont plus besoin de s'identifier à un monsieur tout le monde, quelqu'un d'ordinaire qui fait des actions extraordinaires. Parce qu'il, voilà, c'est comme ça, c'est la mentalité française. Alors qu'un Américain qui est beaucoup moins dans la jalousie ou il marche beaucoup plus à la motivation et donc va toujours chercher des modèles qui sont, on va dire, plus extraordinaires que sa personne. Et il va admirer et ça va le tirer vers le haut. Ils ont besoin de ça, sans jugement aucun de ma part dans les deux côtés. Voilà. La deuxième partie de ma réponse, ce sera que ces dernières années, ça a vraiment évolué. On voit aux États-Unis que les gentils comme Batman, et je pense franchement que ça a commencé avec le Dark Knight dans lequel j'ai joué de Christopher Nolan, qui a ajouté une part de noirceur, enfin un côté sombre à son personnage de Batman. Et je pense que ça a fait aussi le succès de ce film, c'est-à-dire que c'était vraiment un film gros spectacle américain, studio, etc. Et en même temps, ça a rendu le personnage de Batman plus humain. Parce que il n'y a pas d'humain qui n'est pas... tout le monde a des côtés lumineux et des côtés un petit peu plus sombres. On a tous notre part d'ombre. Et donc je pense que ça a contribué au succès de ce personnage et du film, qui a vraiment, à l'époque, cassé tous les records. Enfin, c'est vraiment a été un succès phénoménal. Et plus que son premier Batman, en fait, c'était une trilogie. C'était le deuxième. Il y avait Batman Begins, The Dark Knight, et le dernier, c'était Dark Knight Rises, qui était encore plus sombre. Mais je pense que le juste équilibre était, et peut-être je ne suis pas objective, dans celui dans lequel j'ai joué, parce que vraiment là, l'équilibre était bien trouvé. Et depuis ce film-là, aux États-Unis, j'ai l'impression que ça a lancé une mode, en tout cas une tendance, de rendre les super-héros et les personnages, même chez Disney, moins binaires. Oui. Plus complexe, plus humain. Je vous rassure, dans la mythologie européenne, c'est comme ça. Les dieux sont humains, ils se tapent dessus, ils se jalousent, ils se piquent des femmes. Absolument. Et donc, en ça, les Américains ont évolué, parce qu'avant, c'était vraiment très manichéen, très binaire, le bon et le méchant. Et donc, ils évoluent. Donc, il y a quand même une interdépendance entre l'influence, je pense, que l'Europe a sur l'Amérique et que l'Amérique a sur l'Europe. Alors, je comprends bien ce que vous dites, mais il y a quand même une chose qui, moi, m'échappe un tout petit peu, c'est que s'il y avait un type avec une cape et puis un masque de chauve-souris qui peut pénétrer comme ça sur les scènes de crime, et puis il a ses habitudes, ses connaissances, il connaît le commissaire, il va se taper la discute avec lui, et puis il parle de l'enquête, etc., il fait avancer l'enquête. Dans un film français ou européen, un type avec un masque de chauve-souris et une cape, on l'enferme dans un asile psychiatrique, quoi. Donc, je veux dire par là que j'ai un peu l'impression que on reproche aux Américains une forme de simplisme ou de simplicité. Est-ce que une vision un peu comme l'ayatollah Khomeini, vous savez, disait de l'Amérique le grand Satan, et puis de l'Angleterre, de la France et d'Israël, c'était des petits satans. Donc une vision du monde un peu caricaturée. Alors est-ce que c'est l'efficacité américaine en géopolitique, est-ce que c'est parce qu'ils ont cette volonté et cette simplicité de vision du monde? Et peut-être sommes-nous, nous Européens, englués dans une forme de complexification stérile du monde? Alors encore une fois, je pense que les choses ont évolué. Je pense qu'actuellement en Europe, il y a une forme de simplification justement à outrance, qui donc est décomplexifiée, alors qu'aux États-Unis, il y a une complexification des choses. Je pense qu'on a des tendances inverses. Je pense aussi qu'aux États-Unis, les États-Unis, c'est pas un bloc monolithique. Il y a la moitié, à peu près, la moitié du pays à chaque élection qui est pour le président en place et contre le président en place. Donc déjà, dire les Américains comme s'ils n'étaient qu'un bloc, c'est assez erroné parce que beaucoup de gens sont contre les politiques même actuelles qui sont menées. Vraiment,
beaucoup de monde, quasiment la moitié du pays. Et en plus, je pense que c'est une façon, évidemment, c'est très politique, l'art est très politique, le cinéma est très politique. Il y a aussi une volonté, parfois inconsciente, mais quand même de maîtriser les populations. Et donc, on l'avait vu au moment de l'intervention en Irak. C'est sûr que quand on est binaire, c'est plus facile d'influencer les gens pour qu'ils soutiennent certaines interventions ou pour qu'ils soutiennent certaines politiques ou certaines décisions. Et effectivement, c'est très efficace. On l'a vu, c'est très efficace. Je pense que justement à cause de ça, le peuple en a eu un petit peu assez, le peuple américain, et donc il y a une complexification ces dernières années des choses. Alors que je trouve qu'en Europe, il y a une simplification. On est en train de tomber dans les travers qu'avaient les États-Unis. Intéressant. On voit sur le traitement de la guerre en Ukraine, on l'a vu sur le Covid, etc. C'est-à-dire que la nuance, de façon générale, sans prise de position, la nuance, de façon générale, est de plus en plus difficile à tenir. Il y a quand même un poids moralisateur qui fait que dès qu'on essaye même d'apporter une question, un questionnement, une nuance, on est forcément classé ou dans le pour ou dans le contre, et donc dans une position qui est extrêmement binaire et qui, à mon sens, tue un petit peu la réflexion et l'esprit critique, et je ne trouve pas que ce soit forcément positif. Ensuite, il y a cette mode de mettre de l'engagement politique dans tous les sujets. Oui. Et je pense que ça a été aussi initié longuement avec le Festival de Cannes, qui est devenu de plus en plus engagé. À chaque fois, le choix des films est extrêmement engagé. Et je pense que ça a un petit peu déteint sur d'autres festivals et même sur d'autres cérémonies comme les Oscars, qui sont maintenant devenus une plateforme presque j'exagère, mais de meeting politique, plutôt que de simplement récompenser des talents. Et c'est vraiment une plateforme d'engagement politique, peut-être à outrance, qui a fait que les gens se sont détournés, même les audiences se sont détournées des Oscars et de toutes ces remises de prix qu'ils considèrent comme moralisatrices. Les audiences sont en chute libre. Donc voilà. Alors, les audiences sont en chute libre. Il y a quand même une chose qui m'étonne un tout petit peu, c'est que aux États-Unis, c'est l'État du premier amendement, où on peut dire que tout ce qu'on veut, des conneries, on n'a aucune interdiction. On peut dire que les Américains n'ont pas marché sur la Lune et que ça a été tourné dans les studios de Hollywood ou des choses comme ça, si vous voulez. Et en même temps, c'est un pays où il y a eu, on sait toujours que les grands groupes privés, industriels ont toujours investi dans les médias pour contrôler la parole, mais il y a eu, avec Internet, l'impression quand même qu'il y avait une voie de liberté qui s'ouvrait et qui permettait de se sortir justement de ces médias contrôlés. Et finalement, on s'est aperçu, c'est peut-être la leçon des années 2010, 2020, peut-être 2015, on va dire, c'est qu'on s'est aperçu qu'en réalité, c'était pire que les journaux, qu'il y avait peut-être plus de liberté dans les journaux que sur Internet, avec ou le soft power en général, que ce soit Netflix, que ce soit Twitter, enfin un compte d'un président des États-Unis fermé. C'est vraiment pas très premier amendement, quoi. Non, c'est vrai que c'est très paradoxal aux États-Unis, effectivement. Normalement, officiellement, on a le droit de tout dire. Officiellement, et c'est vraiment la première revendication des gens. Mais il y a quand même... on voit vraiment une rupture entre les deux partis majoritaires aux États-Unis, entre les républicains et les démocrates. Et ces dernières années, c'est vrai que le courant woke, qui se veut, donc là aussi c'est un paradoxe, qui se veut absolument libérateur, pour l'égalité, etc., finalement a beaucoup a mis un peu une chape de plomb sur la liberté d'expression, parce que on a le droit de tout dire, mais c'est un petit peu comme la campagne de la crise sanitaire. Vous avez le droit de choisir, mais si vous choisissez le mauvais choix, vous travaillez plus, vous êtes viré de votre boulot, vous êtes un paria de la société, etc. Donc, est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce que la liberté qui est officiellement là existe toujours quand, si on l'utilise, est au prix de son emploi, de gagner sa vie, de pouvoir nourrir sa famille, d'être un paria de la société. Voilà. Donc ça pose vraiment une question fondamentale. Est-ce que cette liberté existe toujours au même niveau qu'avant? Et voilà.
Bon, ça, c'est une grosse question. Et effectivement, il y a vraiment une façon le pays est complètement divisé en deux, entre les républicains et les démocrates. Mais j'ai envie de dire qu'en France... Entre les Texans et les Californiens. Ouais. Les Texans, même la Floride. Et d'ailleurs, il y a eu pendant la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de migration des États démocrates vers des États républicains comme la Floride. Ah oui. Ouais. Ah, c'est dingue. Oui. Donc il y a vraiment des mouvements même de population selon les politiques qui ont été menées au niveau des États qui étaient complètement différentes. Mais je me suis un petit peu perdue du coup. Non, c'est pas grave. Il y a une petite perle dans The Dark Knight. Il y a un moment, Batman, d'après mes souvenirs, Batman propose à un commissaire, enfin c'est pas un commissaire, mais c'est un officier de la police, de bénéficier de son système d'écoute des portables. Et puis on voit le commissaire dire non, c'était pas possible. En tant que commissaire, je ne peux pas écouter 30 millions d'individus, c'est pas possible. Pourtant, on sait que les États-Unis écoutent la planète entière. On sait même que Angela Merkel et je crois que c'était Hollande ont été écoutés par l'État américain. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette espèce de surveillance de masse au pays de la Statue de la Liberté? Alors, bon, je suis quand même moitié américaine, donc je vais un petit peu défendre les États-Unis. Mais... D'un autre côté, tous les pays le font. Après, il y en a qui sont plus ou moins efficaces. Mais c'est pas la volonté de le faire qui manque. Tous les pays écoutent, en fait tout le monde écoute tout le monde. Donc effectivement, technologiquement et au niveau des moyens, etc., les Américains sont extrêmement puissants. Donc forcément, voilà, c'est très présent. Et puis évidemment, il y a une ligne officielle dans le film, donc ils disent on va pas le faire. Donc ça, c'est souvent ce qu'on dit à la population. On a des postures pour la population, et puis la réalité souvent des gouvernements et la réalité tout court est souvent différente de ce qu'on dit à la population. Mais ça aussi, c'est valable, je pense, dans tous les pays. Donc, pour moi, diaboliser sur ça, en tout cas, les États-Unis, en même temps, chaque pays, chaque grande puissance défend ses intérêts. La Chine, on voit que la Chine avance ses pions, notamment aussi par la culture. Donc le soft power n'est pas uniquement américain, mais la Chine est en train d'avancer ses pions. Même TikTok devient partenaire du Festival de Cannes. Un pays dont on ne parle jamais, c'est la Turquie, qui est dans les 10 premiers pour le cinéma et qui produit beaucoup pour le monde arabe et qui a fait vraiment chez eux, ça a été des budgets qui ont été attribués par l'État pour le soft power. Et d'ailleurs, je regardais un reportage sur la Corée du Nord. La Corée du Nord aussi, ils ont organisé toute leur propagande par le cinéma aussi. Donc, en fait, c'est vraiment un moyen de faire passer une philosophie, une culture. Et à la limite, c'est de bonne guerre. Chaque grande puissance essaye d'avancer ses pions et de faire une espèce d'expansion culturelle de cette façon. Donc, voilà, c'est la réalité. Après, il faut décider... à la limite, c'est pas est-ce que c'est bien ou mal de faire ça, mais où est l'intérêt de la France dans tout cela, et est-ce qu'on a plutôt intérêt à avoir les États-Unis ou la Chine ou la Russie ou la Turquie qui dominent. Et finalement, avec la crise Covid, on a vu les effets d'un nouveau standard qui était la façon de gérer des Chinois. On a pris ça comme un standard finalement, et toute l'Europe et le monde entier a appliqué les méthodes chinoises, enfin à la chinoise, pour gérer les confinements, etc., pour gérer la crise Covid. Et on peut se poser la question de la pertinence de ce choix. Donc finalement, quel est l'intérêt de la France à avoir plutôt une influence américaine ou plutôt une influence chinoise? Voilà, il faut choisir. Alors, dans les grandes puissances. Le pass sanitaire et le masque qui sont restrictifs de liberté, pour vous, c'est quelque chose de juste ponctuel comme ça, et qui n'est pas très important, ou au contraire, c'est d'un point de vue symbolique, une atteinte aux droits durables des individus? Je ne pense pas que ce soit uniquement symbolique. Au début,
Personne ne savait ce qui se passait, donc les gens ont réagi et à la limite, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir fait le premier confinement, par exemple. Il y a une certaine indulgence, une tolérance que j'aurais vis-à-vis de ça, parce qu'on était vraiment perdus, on ne savait pas et c'était la panique. Après, d'avoir conservé ces méthodes-là, de les avoir perpétuées, d'avoir même été surenchéries, c'est-à-dire fait un pass sanitaire qui était le bébé monstre pour moi, en tout cas, qui s'est transformé en adolescent monstre qui était le pass vaccinal. Pour moi, c'est une atteinte aux libertés, vraiment, qui va être pérennisée. Et je le regrette vraiment beaucoup. Je ne pense pas que ce soit uniquement dans le domaine du symbolique. Quand on suspend des gens sans salaire, donc finalement, on sait en conscience qu'ils vont tomber dans la misère et qu'ils ne pourront plus nourrir leur famille parce qu'on ne leur donne même pas le RSA. C'est un choix extrêmement grave pour moi et je ne comprends pas que ça n'indigne pas plus. Bien sûr. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas du tout, mais pas du tout, c'est on peut taper sur le Vietnam, sur l'Amérique du Vietnam, mais on n'a pas le droit de taper sur l'OMS. C'est à se demander si, l'Organisation mondiale de la santé, c'est à se demander si au fond, l'OMS n'est pas plus protégée que le premier pays du monde, quoi. C'est assez étonnant quand même. Et la deuxième des choses aussi, c'est que je ne comprends pas pourquoi quelque chose qui s'est, depuis 2 ans et demi maintenant, imposé à nous, ne sort pas dans les séries, dans les films, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme si ça n'avait pas existé. Alors, déjà que ça ne sorte pas dans les films et dans les séries, il y en a quelques-unes, mais en fait, c'est pour une raison très simple, c'est que le masque n'est pas du tout télégénique. Voilà, je pense déjà que c'est ça. Si on mettait une ligne Covid dans les films et les séries, ce serait compliqué déjà pour reconnaître les différents personnages, les protagonistes. Bien sûr, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas une seule série qui ait introduit le Covid à l'intérieur sous l'angle de l'oppression, par exemple, des politiques sanitaires. Or, les séries sont toujours là pour dénoncer à grands cris des scandales, des choses, des atteintes aux libertés. Mais alors, par contre, là, sur l'OMS, sur le Covid, sur les politiques sanitaires, c'est le silence absolu. Parce qu'il y a quand même des thèmes qui sont politiquement corrects et qui sont homologués, parce que n'oubliez pas que derrière les films, les séries, il y a des investisseurs. Et donc, tout ça, finalement, c'est financier. Quand vous faites certains documentaires qui vont contre le politiquement correct, vous n'allez pas trouver de financement, par exemple. Ou si vous trouvez un financement, parce que c'est un financement personnel, derrière, vous pouvez très bien vous retrouver grillé pour la suite de votre carrière. Donc, en tant que producteur, en tant que réalisateur, etc. Donc, en fait, c'est vrai que... Et il y a une ligne éditoriale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Wikipédia. Finalement, et sur les réseaux sociaux, vous parliez de Twitter tout à l'heure, on se rend compte que les gens qui veulent avancer leur pion idéologique, évidemment, investissent. Avant, ils investissaient dans la presse, dans les médias, la télévision. Maintenant, c'est aussi dans Twitter, enfin Facebook, tous les GAFAM. Et donc, cette idéologie-là infuse et poussée. Et regardez, pendant la crise sanitaire, toutes les censures qu'il y a eu, parce que c'est pas uniquement Trump, c'est tous les gens qui n'allaient pas dans le sens, même à des moments où on n'avait aucune certitude. Donc, ça ne s'appuyait même pas sur une réalité, si vous voulez. C'était vraiment un choix politique, un choix idéologique de censurer toute une partie des voix qui s'exprimaient et qui émettaient des doutes ou qui posaient des questions pour ne laisser place qu'à une espèce de pensée unique qui était justifiée en plus au nom du bien. Mais alors qu'on n'avait même pas encore vraiment toutes les données. Donc c'est très étonnant. Comment pouvait-il savoir que c'était pour le bien puisqu'on n'avait pas encore toutes les données sur la crise. Et le fait donc de ne pas parler de l'OMS, de ne pas taper sur l'OMS, c'est la même chose. C'est le politiquement correct et la ligne officielle qui ne peut pas être remise en question ni questionnée.
Alors, il y a eu une génération 68, une génération punk, une génération X, Y, même Z maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une génération Covid avec le port du masque, des gens traumatisés par le masque? Vous êtes mère de 2 enfants, je crois. Oui, Hein, j'ai 2 petits-enfants, un petit garçon qui est au CP. ça s'est passé comment le masque chez vous? Alors, chez nous, on a essayé de dédramatiser pour nos enfants, pour pas qu'ils le vivent mal, que ce soit une anxiété. C'est vrai que le premier confinement a été très difficile parce qu'on habite Paris, dans un appartement, on n'a pas de jardin. Donc, ça a été extrêmement... Surtout qu'on l'a vraiment respecté à la lettre. À l'époque, on ne savait rien et nous, on a été très disciplinés. Ça a été extrêmement difficile et mes enfants en ont encore aujourd'hui des séquelles parce que ils sont anxieux si on reste trop longtemps dans l'appartement, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, je sais que c'est vraiment l'impact du confinement. Ça a créé beaucoup de détresse psychologique. Il y a les suicides d'enfants, d'adolescents ont explosé. La santé mentale, mais de tout le monde, s'est vraiment détériorée avec la crise. Mais ce n'est pas seulement à cause du Covid en lui-même, c'est aussi à cause de la gestion du Covid. Quand on allume la télé et qu'on voit un décompte de morts chaque jour avec une sorte de croque-mort qui les annonce tous les jours, c'est vraiment... garder les Anxiogène. gens... Anxiogène, c'est garder les gens dans un état de terreur primaire, viscérale, d'avoir peur pour leur vie. C'est la pire, c'est ce qui nuit au système immunitaire des gens. Donc en plus, c'est contre-productif. Et ensuite, c'était pas du tout replacé dans un contexte. C'est-à-dire qu'on vous énumérait le nombre de morts, mais on vous disait pas sur combien au total. C'est-à-dire que ça change d'avoir, par exemple, je dis n'importe quoi, 50 morts dans l'absolu, c'est terrible. Mais quand on se dit que c'est 50 morts sur 1800, voilà, proportionnellement, c'est pas exactement la même chose. Et donc, je pense qu'il y a eu là aussi un angle, une ligne éditoriale qui a été choisie. Donc voilà. Et donc effectivement, je pense qu'il y aura une génération Covid. Il y a beaucoup d'enfants. Hier justement, je demandais à mon fils avec les élections, qu'est-ce que tu ferais si tu étais président de la République? Et il m'a répondu spontanément, je dirais qu'on mette plus jamais de masque. C'est la première chose voilà, son esprit est allé là, alors que ça fait longtemps qu'on ne parle plus du Covid. Voilà. Et pourtant, c'est ça qu'il a dit. Donc, vous voyez, ça les a marqués. Je pense vraiment qu'il y aura une hypocondrie chez les gens. Bien sûr. Les gens auront peur de se toucher. Enfin, le contact humain est nécessaire à la vie. Pour des bébés qui grandissent, il y a des tonnes d'études, ils meurent si on ne les touche pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose dont un humain a besoin pour vivre. Pour voir la bouche de la maîtresse ou du maître. Pour apprendre à lire, à écrire. Il va y avoir des troubles, à mon avis, d'apprentissage. Enfin, ça va se décliner sur énormément de choses. Et c'est comme, vous savez, les lignes qui partent d'un même point et qui sont déviées même de quelques millimètres au début. À l'arrivée, il y a un décalage immense. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire et donc par conséquent, on devrait pouvoir en parler dans les séries et dans les films. Or, je vous répète, le silence radio. Alors comment passe-t-on du statut d'acteur au statut de chroniqueur sur Touche pas mon poste? Alors, c'était vraiment... c'est à cause de ça? Pas voulu, inattendu, mais... Oui, absolument. En fait, avec la crise sanitaire, ça m'a plongée dans vraiment une anxiété, un désarroi et une sorte d'impuissance. Enfin, je l'ai vécu comme une impuissance totale de ne pas pouvoir participer aux décisions ou aux débats ou que le peuple, que la population soit interrogée. Ça a été vraiment un déclencheur chez moi. Avant, je ne m'exprimais jamais sur la politique, jamais sur des questions sociales, enfin, extrêmement rarement. Et en fait, depuis la crise, je me suis dit, je ne peux plus me taire, je le vis mal, de ne pas au moins apporter ma toute petite pierre au débat public. Voilà. Et en fait, j'étais passée chez Cyril Hanouna pour parler du masque pour les enfants à l'école, justement, pour expliquer les conséquences néfastes. Oui. Et ils m'ont proposé, à la sortie, j'étais en train de partir et ils m'ont rattrapé dans le couloir, ils m'ont demandé si je voulais intervenir plus régulièrement. Et j'ai saisi l'opportunité parce que je trouve que... Voilà, il faut représenter. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi et je les trouve un petit peu sous-représentés dans les médias et j'ai saisi l'opportunité au vol. Voilà.
Alors, je trouve qu'il y a quand même, sans parler de la cancel culture, de parler du wokisme, il y a quand même parfois des espèces d'abus un peu ridicules, dans lequel on a d'un côté une politique inclusive, on veut inclure tout le monde, et puis de l'autre côté, on a quand même la confrontation avec la réalité. Moi, je prends un exemple qui me choque un peu. J'ai un ami qui est africaniste, qui s'appelle Bernard Lugan, qui est un historien de l'Afrique, qui m'a longtemps parlé des empires africains et d'une histoire très riche africaine, qu'on ne voit pas d'ailleurs. Et en contrepartie, on inclut parfois, par exemple, des Blacks à l'intérieur de tribus vikings. Je prends l'exemple de The Last Kingdom. Le prêtre qui est le prêtre du roi viking hein, est un prêtre africain. Or, bon, c'est vrai que la première église était éthiopienne, donc c'est plausible, c'est possible. Mais statistiquement, qu'il y ait un Africain qui se retrouve dans une tribu viking et qu'il soit en plus le prêtre du roi est quelque chose d'impossible. Et pourtant, cette volonté de vouloir inclure, parfois, tourne un peu au ridicule. Et avec toujours en miroir, cette idée que si on le dit, alors c'est qu'on est raciste. Non, moi ce que je voudrais, c'est voir des séries qui me parlent de l'histoire de l'Afrique, et puis quand on parle des Vikings, d'avoir un minimum de cohérence historique. Et il y avait une actrice noire qui a été choisie pour jouer Anne Boleyn. Oui. Et ça a fait une polémique. Effectivement, on arrive à un niveau avec le wokisme où parfois il y a des contresens, même purement factuels, historiques, dans certaines œuvres actuelles, contemporaines. Parce que c'est poussé par l'idéologie, mais tout ça vient aussi en 2016 aux Oscars, par exemple, il y avait une très grosse polémique parce que ils avaient été nommés les Oscars So White. C'était les gens avaient surnommé cette cérémonie comme ça parce que il n'y avait pas suffisamment, aux yeux de certains, d'acteurs de la diversité qui étaient nommés pour des prix, des Oscars, etc. Donc oui, on arrive. C'est comme un balancier, en fait. C'est vrai qu'avant, il y avait... On ne peut pas nier qu'il y avait des injustices. C'est vrai que les salaires, par exemple, de gens de couleur, même parfois à CV égal, je le sais parce que j'en avais discuté avec mon manager en arrivant aux États-Unis, voilà. Et c'était injuste. À salaire, à CV égaux, un acteur noir était moins payé avant. Donc ça, c'était pas... En tout cas, pour moi, ça n'était pas justifiable. Le problème, c'est qu'on est passé, je trouve, dans l'extrême inverse. C'est aussi une forme de racisme, parce que si vous voulez, on n'introduit pas, par exemple, si on faisait des films sur l'Afrique, qu'on ne fait pas, il n'y en a pas, et qu'on mettait à l'intérieur des tribus africaines un blanc par-ci, par-là, etc., il y aurait aussi une forme de racisme de ce côté-là. Et d'ailleurs, on ne fait pas ce procès-là aux films coréens, au Japon. Personne ne dit que dans les séries japonaises, il n'y a pas suffisamment de telle ou telle origine ethnique. Donc, effectivement, c'est très focalisé sur l'Occident et sur l'Europe. Ça, et sur l'Occident en général. Mais... Je suis moyennement d'accord, parce que quand on parle de focus sur l'Occident, je dirais que les Américains sont très centrés sur leur culture et on a l'impression qu'ils sont nés en 1776, à la guerre d'indépendance, et qu'avant ils n'existaient pas. Avant ils étaient européens, mais en fait il n'y a pas de série tellement... sur le Moyen-Âge, il y en a eu une, sur l'Antiquité, il y en a eu deux. La plupart des séries historiques sont des séries historiques qui parlent du monde anglo-saxon, de l'Angleterre, qui n'est pas non plus, je dirais, le centre de l'Europe. Hein. Ils ont voulu en partir. On a un peu l'impression que les Américains ne se sentent pas concernés par l'histoire européenne. Pourtant, ce sont des descendants d'Européens. Enfin, il y a des Italiens, des Espagnols, des Allemands. Ils ne sont pas concernés directement parce que leur culture donc, a évolué, a pris une branche différente. Mais ils sont quand même fascinés. C'est-à-dire que dès que quelqu'un est un petit peu, par exemple, dans les films ou dans les séries un petit peu haut de gamme ou un petit peu sophistiqué, ils vont prendre quelqu'un qui a un accent british.
Oui. Donc, vous voyez, il y a une espèce, c'est un mélange d'admiration et de fascination et d'un complexe peut-être aussi d'infériorité à certains moments culturellement. Oui. Mais moi, quand je disais que c'était focus sur l'Europe et l'Occident, c'était justement ces polémiques-là. C'est-à-dire que cette discrimination positive n'est demandé que en Occident et pas dans d'autres dans d'autres endroits du monde. Et les gens vont vous répondre que c'est parce que l'Occident a été impérialiste et expansionniste, etc. Ce qui est vrai aussi pour d'autres civilisations à différents moments dans l'histoire. Donc voilà. Et donc juste pour terminer sur l'histoire des discriminations positives, effectivement, je pense qu'on est arrivé à, comme vous le dites, par moment de l'absurdité et il va falloir à un moment donné retrouver un équilibre entre ce qui est juste et ce qui est factuel et je pense aussi que c'est un petit peu contre-productif bien sûr. Comme vous disiez, c'est discriminatoire. Moi, j'ai jamais bien vécu la discrimination positive en tant que femme. Si vous voulez, je prendrais ça comme une insulte si on me choisissait en tant que juste parce que je suis une femme et pas parce que je mérite d'être là. Donc voilà, mais c'est dommage. Et je pense qu'à un moment donné, on va retrouver un équilibre dans tout ça parce qu'effectivement, on est parti trop loin. Et aux États-Unis, le mouvement woke est vraiment une minorité très active et a développé énormément d'influence sur les films, sur les séries, sur tout ça. Et par ce biais-là, ça arrive chez nous aussi. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant de votre entourage, de votre carrière, des gens que vous avez connus. Dans Batman, pour en finir avec Batman, il y a un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Caine, qui a fait, je crois, une centaine de films, qui est un personnage très intéressant parce que c'est quelqu'un issu d'une famille très pauvre, il s'est construit tout seul, il est assez distingué, il a une certaine prestance, il s'exprime assez bien. Il a été dans l'armée anglaise, donc à Berlin, et il en a été très, 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 très anticommuniste. Et puis récemment, en 2016, il a pris position pour le Brexit. Et au fond, ça ne lui a pas nui dans sa carrière. Il continue de tourner encore maintenant. Est-ce que vous craignez que le fait de passer auprès de Cyril Hanouna, risque de mettre un terme à votre carrière? Alors déjà, je n'aurais pas la prétention de me comparer à Michael Caine, qui est d'ailleurs Sir Michael Caine maintenant. Sir Michael Caine. Donc c'est vraiment, c'est un symbole de réussite, de talent. Moi, j'ai tourné avec lui. Fils de livreur. J'ai eu des scènes avec lui. C'est quelqu'un d'extrêmement touchant parce qu'avec la carrière qu'il a, le talent absolument, enfin c'est un monument. Et sur le tournage, il se mettait dans un coin, il répétait son texte, comme aurait pu le faire un jeune débutant. Vous voyez, il a une humilité absolument incroyable et d'ailleurs une élégance aussi. Et une attitude vraiment d'une gentillesse, etc. C'est vraiment le symbole de la réussite, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a tracé sa carrière, qui s'est élevé par lui-même et qui a réussi, et avec un talent extraordinaire, une humilité et une attitude magnifique. Donc voilà, je n'oserais pas me comparer à lui. Et ses prises de position, je pense quand même qu'elles ont été suffisamment discrètes, pour ne pas déjà créer de polémique. Et le fait que ce soit un tel monument, en tout cas, ça n'a pas porté préjudice à l'aura professionnelle qu'il avait. Moi, c'est complètement différent. Je suis aussi d'une époque complètement différente. Ça n'a pas été tout à fait le cas pour Depardieu quand même, qui est aussi un monument et qui paye quand même un petit peu ses... Mais c'est vrai que moi j'adore Depardieu. Depardieu, par exemple, dans Cyrano, c'est le summum de l'art d'acteur. Mais c'est vrai que Depardieu et Michael Caine, c'est pas exactement non plus il y en a un qui est un provocateur et l'autre qui est un lord. Voilà, exactement, la même façon de se comporter. Et puis la France n'est pas non plus la Grande-Bretagne. Donc je pense aussi qu'en France, on a tendance à adorer, élever les gens et une fois qu'ils sont au sommet, les détruire et vouloir qu'ils dégringolent. Finalement, je pense qu'en France, les gens sont facilement un petit peu jaloux ou un petit peu médisants et ils adorent
voilà, Bon. détruire les carrières qu'ils ont contribué à créer. Et donc, pardon, j'ai oublié votre question du coup, avec Depardieu. Avec Depardieu, non, c'était pas une question de Depardieu, c'était une question... Ah oui, oui, c'est ça. Sur moi, est-ce que ça va me porter préjudice? Écoutez, je me suis pas posé la question. Pendant la crise sanitaire, j'ai commencé donc à m'exprimer. Oui. C'était vraiment viscéral, il fallait que je le fasse, même pour ma propre santé mentale. Mais évidemment que j'ai envie de tourner, mais en même temps, du coup, ça a créé vraiment une forme d'engagement en moi. Et j'ai beaucoup de passion aussi dans la vie. Mon métier était une vocation. Je veux le faire depuis que j'ai 2 ans, donc vraiment, c'était une vraie vocation. Mais en même temps, j'ai beaucoup de passion dans la vie et je crois en mon étoile, c'est peut-être à tort, mais je crois en mon étoile, je crois en mon destin et je sais que voilà, la vie m'amènera toujours là où il faut que je sois. Et si j'ai la chance de continuer mon métier, eh ben, c'est formidable. Et sinon, j'ai plein de cordes à mon arc. Et donc, voilà, je suis très passionnée par la nutrition, tout le courant du bien-être, wellness, mais le vrai, pas des postures sur Instagram ou tout ce qui se fait maintenant. Vraiment, c'est une passion, la nutrition. Voilà, en ce moment, je suis chez TPMP. On verra ce que la vie m'apporte et j'ai pas peur. Vous avez joué dans les montagnes russes avec Bernard Tapie. Donc, vous l'avez bien connu. Je crois que les montagnes russes, je ne connais pas la pièce. Et il me semble qu'il y a très peu d'acteurs, puisque vous êtes que... On n'est que 2 sur scène, ça, absolument. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de relativement intimiste. Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui a eu 1000 vies. Il a été chanteur, businessman, directeur sportif. Il a fait beau. Et c'est vraiment un touche à tout. Alors, est-ce que, à votre avis, c'est quelqu'un qui avait envie de toucher à tout parce qu'il était ouvert sur des tas de choses, ou est-ce qu'au contraire, c'était quelqu'un qui cherchait la lumière, la célébrité avant tout? Alors déjà, je veux dire que la politique aussi, bien sûr. J'étais très triste de son décès. C'est quelqu'un, au-delà des polémiques dans lesquelles je veux absolument pas rentrer, c'est quelqu'un d'absolument... C'est une des personnes les plus... c'est peut-être la personne la plus extraordinaire au sens premier du terme que j'ai rencontrée dans ma vie. Donc on a travaillé quand même pas mal de temps ensemble parce qu'une pièce, ça se répète. Et donc j'ai vraiment pu observer cet homme, ce personnage, et un peu comprendre qui il était. C'est quelqu'un qui avait une énergie... J'ai du mal à en parler au passé. Qui avait une énergie vitale extraordinaire, qui dormait très peu, qui était constamment dans une démarche de challenge personnel. Il fallait toujours qu'il ait des projets, il était tout le temps en ébullition. Son cerveau allait à 1000 à l'heure, vraiment supérieurement intelligent. Et je pense que ce n'était pas la célébrité qui l'attirait, c'était le challenge. Il se focalisait sur un domaine et il fallait qu'il arrive, je pense que c'est ça, en tout cas c'est mon analyse, qu'il en décortique les rouages. Vous savez, comme des enfants qui ont un jouet et qu'ils démontent pour comprendre comment ça fonctionne. Il faisait ça et dans tous les domaines. Et il arrivait à l'essence de chaque sujet pour en trouver la façon la plus performante de le dominer. Et donc, c'est fascinant. Moi, c'est quelqu'un pour qui que j'ai encore énormément d'admiration. Et c'est juste un être humain unique et extraordinaire. Voilà. Et on peut penser de lui ce qu'on veut, mais on ne peut pas lui enlever ce que je viens de dire. Voilà. Et je ne pense pas qu'il l'ait fait. Évidemment, il avait envie d'être aimé, mais c'était quelqu'un d'extrêmement loyal, d'extrêmement humain. Il avait des défauts, évidemment, il partait parfois, il se mettait à gueuler, etc. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement touchant et d'extrêmement profondément humain. J'ai une anecdote avec lui, c'est qu'il avait été à une émission, il se présentait aux élections présidentielles, il squattait un parti qui était dirigé par un type, je crois, qui s'appelait Horry. Et le débat faisait qu'on avait 2 personnes il y avait Horry
face à quelqu'un qui s'appelait Jean-Claude Martinez, qui a beaucoup d'humour et qui l'a tourné un peu en ridicule. Et puis après, Jean-Claude Martinez, qui était du Front National, donc tout à fait à l'opposé de Bernard Tapie. Et puis après, vous avez le fameux pot où tout le monde avec le champagne, etc., les plateaux en argent, etc. Et puis Bernard Tapie fend les serveurs, etc. Il arrive et prend par le coltard Horry, pardon, on a mon micro, Horry, et il lui dit: tu as été mauvais, tu as été... Je ne dirais pas quoi. Et ensuite, il se tourne vers Jean-Claude Martinez, dit: chapeau l'artiste, vraiment c'était très bon, du très bon niveau. Et alors là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, c'est quand même quelqu'un qui est engagé dans la politique, mais il est capable de voir la chose, un peu comme un acteur, de voir le métier. Oui, c'est quelqu'un il arrivait à discerner les choses et puis il était vraiment sincère dans le sens où il pouvait vraiment engueuler quelqu'un, l'écraser pendant 5 minutes, puis après c'était fini, c'était sorti, passer à autre chose et être super lui taper dans le dos. C'est pas quelqu'un de rancunier et justement c'est sain, je trouve, les gens qui disent... je pense que c'est quelqu'un qui ne jouait pas un rôle. Il a voulu être acteur, mais il était très bon d'ailleurs, mais il jouait pas un rôle dans la vie, il était pleinement, il s'assumait. Et c'est beau les gens qui s'assument complètement comme ils sont. Et je vous dis, profondément humain. Et on ne pouvait que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses choix. Et on ne pouvait que l'aimer. Parce que c'est... On va passer à une autre personne, parce que là, le temps tourne, malheureusement. Vous avez connu une personne qui est un producteur de cinéma, qui est Hervé Weinstein, ou Weinstein, je ne sais pas comment on dit. Weinstein en américain. Est-ce qu'il vous a fait du chantage ou des propositions? Alors, dans cette affaire, c'est aussi une affaire assez complexe et qui a généré tout le mouvement MeToo et tout ça. Déjà, on ne peut pas enlever... il faut être objectif, Harvey Weinstein était quelqu'un de extrêmement doué dans son domaine. C'est-à-dire que c'est un producteur extraordinaire qui a fait vraiment énormément de films à succès et qui était très doué. À côté de ça, il avait un comportement effectivement extrêmement déplacé, même plus que ça. Et moi, je l'avais raconté dans TPMP. Un jour, je l'ai rencontré à un événement où il y avait beaucoup de monde et il m'a proposé de le rejoindre. Je le connaissais pas, je lui avais jamais parlé. Il m'a proposé de le rejoindre à son hôtel. À l'époque, il restait au Ritz, à 2h du matin. Enfin, voilà. Et en lui disant non merci, en étant poli, mais en disant non merci, il m'a répondu, mais tu sais qui je suis, do you know who I am, et tu veux devenir actrice, et je dis oui, mais je suis vraiment désolée, mais je suis trop fatiguée. J'ai essayé de m'en sortir le plus poliment possible, le plus élégamment possible, voilà. C'est pas le propre du pouvoir, tout ça, parce que finalement, le sexe, il est présent partout. Il est présent chez les hommes de pouvoir, chez les hommes riches. Et au fond, est-ce que c'est un monde que vous avez bien connu, le cinéma, est-ce que c'est pas un monde qui est mu par le sexe uniquement? Alors, j'ai eu cette expérience avec lui, mais en même temps, bon, j'ai eu la chance qu'on soit dans un endroit où il y avait beaucoup de monde, ça n'a pas dégénéré. Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de... Comme on disait tout à l'heure, le monde n'est pas blanc ou noir. Tout son comportement est hautement répréhensible et vraiment, c'est odieux. Maintenant, il y a aussi des personnes qui ont joué de ce système et il y a certaines actrices, certaines personnes qui sont rentrées dans ce jeu-là. Et il avait l'air étonné que je lui dise non, si vous voulez, parce que c'est vrai aussi que beaucoup disent oui. Et donc finalement, ce cercle vicieux et de gens qui perpétuent ce système et qui permettent à ce système de continuer, on fait que, voilà, lui-même était étonné que je dise non. Oui, bien sûr. Il comprenait même pas, si vous voulez. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui disent oui, et je sais de source sûre qu'il y a certaines personnes qui y allaient aussi volontairement en espérant
par ce biais-là, améliorer leur carrière. Vous comprenez? Donc Très bien, finalement, oui, c'est bien un sûr. système entier qu'il faut condamner et pas uniquement des personnes, même si, à titre personnel, ce type était vraiment Oui, condamnable. ça me fait penser à un sketch de Blanche Gardin qui est très bon, et où elle parle de Polanski, et c'est un stand-up qu'elle fait, un grand festival, et elle dit, bon, oui, il y a les gens qui disent que Polanski, bon, etc., mais il faut quand même dissocier si c'est un très bon homme de cinéma, etc., s'il a fait merveilleux, etc. Et elle transpose ça, elle dit, c'est comme si, pour un boulanger, on disait, bon, d'accord, il tripote les petits garçons, mais quelle baguette il fait, c'est formidable. Il y a peut-être quand même aussi une forme d'impunité dans certaines Absolument, mais sphères. d'ailleurs, et c'est très bien qu'il soit... De toute façon, il est condamné, il est en condamné, prison, oui. et voilà, il faut qu'il assume, qu'il prenne ses responsabilités. Et à aucun moment, je ne veux enlever de sa culpabilité. Je dis juste que le système est plus complexe, que, voilà, les gens savaient, les gens ont fait semblant de ne pas savoir quand l'affaire est devenue médiatique. Les gens ont fait semblant de découvrir ça, alors qu'ils le savaient très bien. Moi, quand je suis arrivée aux États-Unis en 2004 pour m'y installer, j'étais dans une agence où les gens en parlaient, on me disait fais attention. Donc les gens savaient. Il y a des comédiennes que je connais qui étaient en train de se vanter d'avoir des rapports sexuels avec lui, qui finalement ont fait des tribunes en disant à quel point c'était odieux, alors que quelques années avant, elle s'en vantait. Vous comprenez, Oui, je la comprends vie bien. est extrêmement complexe et je comprends le sketch de Blanche Gardin que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très drôle. Mais il faut un débat de société justement pour arriver à... C'est vrai qu'encenser et faire des héros de gens qui font qui commettent des crimes, ça n'est pas acceptable. En même temps, de censurer et d'enlever leurs livres ou leurs films des étagères, c'est encore autre chose, c'est de la cancel culture. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu, je pense. Oui. Condamner ce qui est condamnable et dans ces cas-là... on viderait la moitié de... Enfin, si on rentre dans la vie des gens, on va toujours trouver des choses répréhensibles. Après, il y a des degrés, effectivement. Et lui, je ne sais pas s'il a été condamné finalement pour viol ou non. Je ne sais plus quel était le... En tout cas, il est en prison. Et voilà. Et il assume maintenant. Alors, trois petites questions pour finir. Les caprices de stars, ça existe ou pas? Oui, ça existe. Mais dans mon expérience, c'est souvent les entourages des stars qui font monter la pression sur les productions et tout ça, plus même que les stars elles-mêmes. Je vous donne un exemple. Sur 2012 de Roland Emmerich, John Cusack avait une chaise séparée de tout le monde entre les prises pendant qu'on tournait pas, si vous voulez. Il était toujours à l'écart de tout le monde. Et finalement, on a découvert que lui-même était triste de cette situation parce qu'il aurait préféré faire partie du groupe. Et au final, il a bougé sa chaise. Mais finalement, c'était son entourage qui avait créé ces conditions. Et du coup, on aurait pu se dire, si on n'avait pas creusé un petit peu, que c'était lui qui était snob, alors que pas du tout. Vous comprenez? C'est juste une anecdote, mais... Souvent, c'est l'entourage est plus royaliste que le roi. Voilà. Il y a quand même des gens excentriques. Vous savez que Salvatore Dali se faisait livrer le téléphone dans un seau à glace. Il trouvait que c'était un instrument froid. Donc, il demandait à ce que le téléphone soit mis dans un seau à glace. Sans eau, sans glace, bien entendu. Mais c'était une espèce de petit caprice comme ça. Mais, alors, il y a des excentriques, mais dans mon expérience, en tout cas, les plus grandes stars, en tout cas celles qui ont les plus grandes carrières, sont souvent les gens les plus simples et les plus gentils. Parfait. C'est mon expérience. Mais voilà. Dans quelle série vous avez préféré jouer ou film? Alors, il y a les films dont je suis très fière parce qu'ils ont bien marché. Puis il y a des plus petits... Oui. Enfin, il y a des choses qui ont moins marché et que j'ai adoré tourner parce que où le rôle était vraiment intéressant, où les rencontres, où j'ai eu des fous rires pendant tout le tournage. Donc, en fait... je vais dire un équilibre entre les deux. 2012, c'était vraiment une équipe formidable et j'y suis restée quand même. Mon tournage à moi a duré 2 mois et demi, ma partie. Donc c'était quand même suffisamment long pour connaître bien les gens, etc. Et vraiment, à tous les niveaux, professionnellement comme humainement, j'ai adoré ce tournage. Et dans quel film ou quelle série auriez-vous aimé jouer et quel rôle? Vous n'avez pas joué, vous auriez aimé jouer?
Il y en a plein. La Reine Margot. Il y en a plein. Vraiment, il y en a plein. Je peux pas. Pour moi, l'intérêt de ce métier, c'est justement de changer. Je n'ai pas un rôle qui aurait été le rôle type. L'intérêt de ce métier, c'est de jouer. J'ai joué des nationalités différentes, dans des budgets différents, dans des genres différents. Donc, même sans avoir fait la carrière d'Angelina Jolie, si vous voulez, je suis contente de ma carrière parce que j'ai eu des expériences tellement variées et dans des petits films, petits budgets, des séries, des gros films, des courts-métrages, du théâtre. Vous voyez, ça a été très varié, je me suis jamais ennuyée et j'espère que ça va continuer comme ça. Eh bien, nous ne nous sommes pas ennuyés également et sur ces bonnes paroles, écoute, je vous remercie et je vous dis à bientôt.